Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. J'espère être le plus audible possible. Je coupe ma caméra pour avoir le plus de bande passante possible entre les différents bips qu'on peut entendre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots d'introduction sur Equimetrix pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais je vous rassure par avance, ce ne sera pas une présentation commerciale qu'on va vous faire derrière. Mais juste en quelques mots, donc comme Thibaut et moi, on est associés du cabinet, donc on est un cabinet de conseil, on est leader européen en sciences aujourd'hui avec plus de 240 data scientists. On existe depuis 14 ans dans la mesure du ROI, du mix marketing, et pour la plupart des secteurs d'activité, du retail à la finance, en passant par la mobilité, le luxe, l'énergie et bien d'autres, et ça dans une cinquantaine de pays avec une forte empreinte en Europe, en Asie et au fort de cette expérience, on s'est récemment mis à exploiter, en RP notamment, un benchmark de ROI issu de ces 14 années d'expérience et plus particulièrement les résultats qu'on a observés sur les 3 dernières années. Peut-être que vous avez déjà pu assister à quelques prises de parole qu'on a pu faire avec Google ou le SNPTV. Pour donner un peu de contexte sur ce benchmark et par souci de transparence avec vous, on a ce benchmark qui s'appuie sur un peu plus de 260 modèles MMM en France et quasiment 500 quand on regarde ça sur l'ensemble de l'Europe. On couvre les différentes industries sur lesquelles on est et on s'est plus particulièrement focusé sur 5 grands pays européens qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et donc, je pense qu'on peut dire que cela en fait un standard solide de mesure de la performance du marketing. Et sur cette base quantitative, on a construit une vision des enjeux data de chaque secteur et une synthèse des grands enseignements communs. Et d'ailleurs, le rapport sera bientôt disponible pour le grand public. Donc on pourrait attaquer cette présentation directement en vous parlant de la différence de performance entre les différents leviers marketing, mais en cette année plus que particulière avec ce qui nous arrive à tous et incertaine, ce qui nous semblait intéressant, c'est de ne pas perdre de vue les questions actuelles et que se posent les annonceurs, qui est pour nous toujours le point de départ de nos approches et de nos mesures et d'optimisation de la performance. On observe 2 choses. Que la résilience de leur marque et leur obsession. Est-ce qu'ils doivent continuer à investir en ces temps difficiles économiquement et comment jouer à la fois sur le court terme et le long terme. Ça, c'est la première grande question qui se pose. Et la deuxième aussi que tout le monde se pose, c'est on observe sans surprise une accélération du digital, du e-commerce. Et du coup, c'est impossible de rester impassible devant des sociétés qui ont réussi à mettre en place en 2 mois des business digitaux qui ont eu du mal à mettre en place dans les 10 années précédentes. On vous propose aujourd'hui de revenir sur ce qui nous semble être ces points clés. Le premier, c'est que la mesure du long terme semble aujourd'hui indispensable dans tout programme de mesure pour proposer aux annonceurs une complète de la performance du média. Le média a un impact majeur dans la construction de ce qu'on appelle la baseline, donc les ventes naturelles des marques, et on mesure régulièrement des effets multiplicateurs quand on prend en compte ces effets long terme, qui permettent jusqu'à doubler les additionnels du média court et moyen terme. Donc très concrètement, pour ce que ça peut avoir comme impact dans les prises de décision de nos clients, et notamment un de nos clients qui a l'habitude de prendre ses décisions basées exclusivement sur la performance et la rentabilité de ses actions marketing, c'est qu'il avait en ces temps compliqués la volonté de toutes ces campagnes qui n'atteignaient pas le point mort de rentabilité. Et quand on a regardé ce que ça donnait opérationnellement, ça voulait dire 30% des campagnes prévues. Sauf que quand on a réussi à mesurer aussi l'impact long terme que pouvaient avoir ces campagnes, finalement les campagnes qui n'atteignaient pas ce seuil de rentabilité sont descendues à moins de 10%. Donc c'est capital pour ces marques-là d'avoir cette vision complète de la performance des marques.
Cette mesure du long terme, elle permet également de faire tomber certains préjugés. Un des préjugés qu'on rencontre fréquemment, c'est que les médias qui servent un objectif de construction de l'image ne pourraient pas saturer. Avec ces mesures d'impact long terme, on est capable de déterminer l'impact aussi sur les ventes de ce type de communication et du coup leur niveau d'investissement optimal et leur niveau de saturation. Bien sûr, ces effets long terme varient selon les différents touchpoints et les types de communication qui sont poussés. D'où la vraie nécessité de contextualiser assez finement les résultats pour aider les annonceurs à travailler leur résilience et une performance durable. Le deuxième sujet, j'ai envie de dire à la mode en ce moment, en tout cas très discuté, concerne la manière d'adapter les plans médias aux nouvelles tendances de consommation et notamment avec un switch des comportements plus vers l'e-commerce, vers les réseaux physiques. Ici encore, on pense que le MMM permet de prendre un peu de recul et d'éviter de prendre des décisions stratégiques trop rapidement et un peu dans la panique. Tout le monde connaît les effets repos et l'importance d'avoir une stratégie d'activation online pour pousser les ventes en réseau de distribution physique. Un grand chiffre que vous pouvez avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, la moitié de la contribution du média sur les ventes physiques provient des communications digitales. Bien sûr, ça va dépendre de tout un tas de facteurs, du secteur d'activité, du contexte de la marque au sein de son marché, et surtout du mix d'investissement que vous pouvez avoir entre le online et le offline. Mais globalement, comme ce mix entre le online et le offline est aujourd'hui relativement équilibré pour la plupart des annonceurs, on a le digital qui contribue pour moitié aux ventes dans les réseaux de vente physique. Ce qui est un peu plus entre guillemets novateur en termes de mesure de la performance, c'est que nos derniers résultats de nos MMM confirment aussi que l'équivalent est vrai. C'est-à-dire que les médias offline, dits traditionnels, sont aussi clés pour générer de l'additionnel sur le e-commerce. Et on observe que 40% de la performance du média sur les ventes e-commerce proviennent aussi du média offline. Donc tout ça prouve, s'il en est encore nécessaire, qu'il y a une complète fusion des parcours d'achat entre le digital et le offline. Ce dernier point montre bien que le MMM ne doit pas se contenter d'une librairie de ROI permettant de comparer les médias les uns aux autres. Même si je sais que ça reste quand même un peu le nerf de la guerre pour les annonceurs et aussi pour tous les acteurs des médias. Mais le plan média optimal est vraiment celui qui permettra plusieurs choses. Premièrement, de jouer sur les forces de chaque média. Le reach pour la télé, le ciblage pour le digital, les synergies avec la promotion pour la radio, la notoriété pour la presse. Donc ça, c'est une première chose, c'est de jouer sur les forces de chacun des leviers dont les directeurs marketing ont à disposition. La deuxième chose, c'est de jouer sur les leviers au bon moment du cycle de vie du produit et aux meilleures saisonnalités. Alors, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il faut absolument communiquer au moment des lancements de manière opportuniste et offensive, mais aussi au moment des lancements concurrents pour être plus défensif, en fin de vie de produit avec des messages plus promotionnels, ou encore au meilleur moment de saisonnalité du marché, en prenant en compte le décalage qu'il peut y avoir entre l'effet maximal d'un levier et le moment où celui-ci est activé. En général, l'effet maximal n'est pas immédiat, donc il faut anticiper la communication pour que cet effet maximal atterrisse en plein pic de marché. Et de se servir des différences de prix de certains médias en fonction de la saisonnalité, mais sans forcément que ce soit l'unique argument de prise de décision. Un exemple qui va vous parler, c'est que la télé en France, en tout cas, est moins chère au mois d'août qu'à la rentrée. Donc pour certains acteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, c'est vraiment une aubaine de communiquer à ce moment-là. Par contre, pour d'autres acteurs, il sera préférable d'attendre le back to school ou le Black Friday ou encore les périodes de Noël pour avoir des communications plus rentables, quand bien même le prix au GRP serait plus fort à ce moment-là.
Et enfin, c'est important d'avoir le bon équilibre d'investissement entre les médias, en ayant soigneusement identifié les effets de seuil et les effets de saturation de chaque média. De parfaitement aligner les plans médias et les plans commerciaux grâce à un désilotage des prises de décision aussi, c'est important, c'est-à-dire de pas penser uniquement médias d'un côté et plans commerciaux de l'autre, notamment tout ce qui tourne autour de la promotion. Et dernier point, et c'est là où certainement les marques doivent le plus gagner en maturité, c'est de profiter des effets de synergie et limiter les effets de cannibalisation qu'on peut observer entre les différents leviers. Ici, il n'y a pas de vérité absolue, mais on observe quand même certaines tendances. J'en citerai qu'une seule pour des raisons de temps aujourd'hui, mais la télé et la vidéo en ligne sont deux leviers qu'il faut absolument bien synchroniser, en général avec des cadencements qui sont du type je commence ma campagne par de la VOL, je fais de la télé et ensuite je refais de la vol avec différents messages au sein de ma VOL, avec une période synchrone de ces différents leviers et une période un peu plus asynchrone. Aussi, un bon ordre de grandeur à avoir en tête pour ces campagnes en pic de marché, c'est d'avoir à peu près 3/4 de vos investissements en télé et 1/4 en VOL. Cette VOL aussi, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de la jouer en fil rouge tout au long de l'année pour continuer à jouer la notoriété de la marque. Et un autre levier qui est intéressant de coupler avec cette VOL en fil rouge, c'est de la presse qui en général est très efficace pour servir ces objectifs de notoriété. Merci Julien pour les enseignements que tu as partagés. Je pense qu'ils soulignent à quel point le MMM il doit être aujourd'hui au cœur de l'écosystème de mesure. On voit en plus que c'est vrai que le MTA qui était très prometteur il y a 3-5 ans, aujourd'hui pose notamment des questions autour de la manière dont il peut sortir de sa vision purement digitale et qu'il y a aussi beaucoup de questions autour de la législation et de la GDPR. Donc c'est vrai que le MMM pour nous doit vraiment rester au cœur de l'écosystème de mesure du ROI. Alors, malgré tout, on sait que il est aussi il peut aussi être en difficulté parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux leviers, des nouvelles tendances qui apparaissent. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'était un panorama de nouvelles tendances médias qu'on a pu observer via les comptes qu'on accompagne sur différents pays, sur lesquels certains déjà pour notre connaissance. Donc le premier, c'est les influenceurs. C'est une tendance qui est apparue très fortement en Asie. Aujourd'hui, dans le secteur de la cosmétique, il y a certaines marques qui vont investir jusqu'à 25% de leur budget sur les influenceurs. En Europe, aujourd'hui, ça reste plus mesuré et on va être au maximum à 5-10%. Le fait d'avoir des investissements aussi forts qui soient mis sur un nouveau levier, ça implique que le MM doit être en mesure de le mesurer. Mais ça veut dire aussi que ça amène de la complexité parce qu'on a beaucoup d'influenceurs différents avec des coûts par clic qui peuvent être très différents d'un influenceur à l'autre, des plateformes avec des mécaniques de rémunération qui sont différentes. Et donc l'enjeu pour le MMM, c'est d'être capable d'être plus granulaire, d'aller créer les sous-modèles qui vont permettre de mesurer l'impact de ces leviers-là. Et ça veut souvent dire créer des signaux hybrides qui vont prendre à la fois en compte le nombre de vues, l'influence d'un influenceur, la plateforme sur laquelle il travaille, les produits qu'il va pousser. Pour donner un petit exemple, en Asie aujourd'hui, on a des marques sur lesquelles l'impact incrémental de l'influenceur peut atteindre jusqu'à 10% des ventes. Donc on voit bien à quel point c'est un média qui doit être utilisé et optimisé. Si on creuse un petit peu plus sur ce sujet de l'influence, il y a une nouvelle tendance qui est apparue en Chine, qui est le live streaming. Vous en avez sûrement entendu parler très récemment avec le 11-11 qui a encore battu des records de vente. En fait, c'est quoi le live streaming? C'est une sorte de télé-shopping sur des plateformes web avec des produits qui sont mis en avant par des KOL, donc des Key Opinion Leaders, des influenceurs. On voit qu'en ce moment, il y a jusqu'à 20% des ventes qui peuvent être de certaines marques qui peuvent être faites sur ces plateformes de live streaming. Donc, il y a forcément un enjeu fort de mesure parce que quand on investit autant
à la fois sur les influenceurs, mais que ça représente aussi un poids si fort dans les ventes, c'est comment on s'assure qu'on optimise les investissements qui sont faits. Aujourd'hui, la mesure, elle peut être faite via du MTA, mais le MTA, il va être vraiment cloisonné à la plateforme, à l'écosystème de la plateforme e-commerce, et donc il va empêcher d'avoir une vue d'ensemble sur la cannibalisation au global et sur les effets qu'on peut avoir entre les différents produits. Donc nous, notre croyance, notre conviction, c'est que le MMM, encore une fois, il va permettre d'avoir une vision plus holistique, plus générale, mais avec la nécessité d'aller creuser à des niveaux beaucoup plus granulaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur ce type de levier, le potentiel d'optimisation, il est énorme. On a des ROI qui sont encore assez faibles, donc ça représente beaucoup de ventes, mais avec des efficacités qui sont pas si bons. Et une des raisons principales à ça, c'est qu'en fait, les influenceurs veulent toujours avoir les meilleurs deals avec les marques. Donc en fait, ça reste un média qui est très promotionnel, qui va générer beaucoup de cannibalisation et sur lequel aujourd'hui, en tout cas, on va surtout recruter des clients opportunistes plutôt que des fidèles. Donc encore une fois, important d'avoir l'écosystème de mesure pour être en mesure de voir les qui vont être plus efficaces. Troisième tendance, on parle de tendance fortement sur le marché français parce que des premiers tests sont en cours en France, là sur le 4e trimestre, c'est la télé segmentée qui va permettre sur certains spots de pub au sein de la télé linéaire d'avoir des approches segmentées, soit sur des profils socio-démos, soit sur la géographie, soit sur des profils comportementaux. Le système il va être élargi a priori en 2021 et encore une fois ça pose une question du bon système de mesure. On voit que le challenge il reste important parce que même aux États-Unis où les investissements sont assez élevés, où on est peut-être sur le marché le plus mature en termes de télé segmentée, finalement ça représente moins de 5% des investissements télé. Donc encore une fois le MMM global, le modèle classique va pas être la bonne réponse. En revanche, l'hybridation des méthodes et la capacité de coupler le MMM à des sous-modèles ou à différents types de méthodologies va être clé. Un premier exemple qu'on peut donner, c'est plutôt que de faire un MMM global, faire un MMM sur des catégories de clients, sur des segments de clients, pour réussir à projeter des ROI sur différentes catégories socio-DMO ou différents segments de comportement. C'est ce qui va permettre probablement pour un annonceur d'aller dans un second temps chercher justement les spots, la télé segmentée qui va être la plus efficace. De la même manière, travailler sur une télé segmentée avec de la géographie, on ne va pas se contenter uniquement du MMM, mais on va être sur une hybridation entre MMM et expérimentation, test contrôle à un niveau géographique. Pour la petite histoire, on a mesuré forcément ce genre de choses aux États-Unis avec des ROI qui étaient parfois très bons. Et on a vu pour un annonceur en particulier, en revanche, un ROI de la télé segmentée qui était assez faible. Et on s'est rendu compte qu'il s'était concentré sur un segment de population très très faible. Donc, en fait, ils avaient perdu un peu l'attrait de la télé qui est le reach en allant cibler une population qui n'était pas forcément la plus réactive aux médias. Donc j'espère que ces quelques tendances ont éveillé votre curiosité. Et puis au-delà de ces nouveaux médias et de ces nouvelles approches, on voit que le MMM aujourd'hui, il est aussi au défi de l'instabilité. Il y a eu la question de Didier justement sur qu'est-ce qu'on fait de l'année 2020, comment on est capable de continuer de prévoir avec le MMM quand on sait qu'on est un peu plongé dans l'incertitude. Nous, notre conviction, encore une fois, c'est que le MMM, c'est pas forcément la méthodologie qui va permettre de faire une prévision avec certitude, mais c'est ce qui va permettre de naviguer dans l'incertitude. Donc c'est un petit peu théorique, mais si je veux l'illustrer un petit peu, c'est comment on est capable de systématiser des scénarios comme un pilier de construction du MMM. Il y a McKinsey qui a parlé très récemment du cube de l'incertitude, et c'est vrai que en fait, quand vous regardez les différents indicateurs macroéconomiques sur les différents secteurs, et puis la temporalité avec de l'incertitude qui grandit au fur et à mesure, ça crée un cube avec une multiplicité de scénarios possibles. Donc l'enjeu du MMM, ça va être d'être capable de prendre en compte ces différents scénarios, de les ingérer pour avoir une sorte d'étendue des possibles.
Ensuite, c'est comment on fait pour naviguer entre cette étendue des possibles, et c'est là où on a toujours besoin de ce double profil entre data scientist et consultant et des allers-retours permanents avec les annonceurs pour aider les leaders à aller définir les 2, 3 grands scénarios qui sont les plus probables et avec des décisions, des recommandations propres en fonction des triggers qui seront atteints dans les prochains mois. De manière un peu plus concrète, on a accompagné un acteur du retail en Chine juste en sortie de confinement parce qu'il voulait être capable d'avoir un plan d'action en fonction de 3 scénarios de reprise. Donc, pour faire ça, on a fait un benchmark du secteur d'activité, captation de la donnée, capacité à prévoir à prédire ce qui allait donner sur ces indicateurs macro pour les prendre en compte ensuite dans nos prévisions de vente et de nombre de visites pour cet acteur du retail. Et donc ça nous a amené à travailler sur vraiment 3 scénarios de reprise avec des triggers d'actions médias et promo à mettre en face de chacun de ces scénarios. Deuxième chose, c'est que au-delà des ventes, le bon écosystème de modèles, c'est aussi celui qui va permettre de répondre à d'autres questions. Et donc de plus en plus, on va travailler sur le haut du purchase funnel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre aussi de détecter des frémissements annonciateurs de tendances profondes sur la top line. Donc on va aller travailler soit sur des indicateurs de notoriété ou de considération, ou on va même parfois créer des indicateurs d'image de marque pour essayer d'aller comprendre ce qui se passe sur le marché, à la fois pour la marque pour laquelle on travaille, mais aussi chez les concurrents, pour être capable de réagir plus vite sur les actions à prendre pour à terme forcément aller optimiser les ventes. Et puis je vois que le temps tourne, donc pour finir, ça a déjà été abordé dans la session précédente, mais on parle de plus en plus de l'approche en temps réel, et on pense aussi que c'est ce vers quoi le MMM doit aller. Faut être tout à fait conscient que ça nécessite une bonne maîtrise technologique, et ça nécessite surtout de préparer et d'automatiser tous les flux de données. Donc avoir les flux automatisés du média, les flux des plateformes, c'est vrai que ça peut sembler facile. Mais ensuite, il y a toute la question autour des promos, des facteurs externes, de la capacité à remonter les ventes à une maille aussi fine que les actions qu'on peut prendre. Et on pense que c'est vraiment ça le défi, c'est comment on allie technologie et activation avec nos clients. Donc vous l'aurez compris, pour nous, le MMM, il demeure au cœur de l'écosystème de mesure du ROI. Et les 2 piliers d'évolution qui vont permettre de forger le MMM de demain et de le laisser au centre du cœur de décision névralgique des entreprises, c'est la capacité intrinsèque à aller absorber la nouveauté, nouveaux médias, nouvelles plateformes, nouvelles choses sur des géographies, et puis la nécessité d'évoluer vers quelque chose de plus industrialisé, plus agile et plus réactif. Première question, comment se mesurer les effets à long terme? Et deuxième question, comment appréhender les synergies entre les médias? Donc, Julien a répondu rapidement à tous, mais peut-être que vous pouvez donner quelques précisions par oral. Oui, tout à fait. Alors je vois en effet les réponses de Julien. Bon, forcément, on va être en ligne. Il y a différentes méthodologies qui peuvent s'employer, soit aller remonter aussi sur des modélisations sur le haut du purchase funnel, donc j'en ai parlé, soit aller travailler sur des indicateurs d'image de marque, de notoriété. Il y a aussi des méthodologies qui permettent de découper la baseline et d'être en mesure de mesurer l'impact du média sur cette baseline, et ça, c'est ce qui va nous permettre de mesurer l'impact long terme. Sur les effets de synergie, encore une fois, c'est la capacité à avoir des méthodes un peu plus avancées que ce qu'on pouvait faire historiquement, où on va croiser du MMM et du machine learning. Aujourd'hui, avec des algorithmes un peu plus complexes et ce qu'on appelle les Shapley values, on est capable d'interpréter des modèles plus complexes, où on va aller capter de la synergie qu'auparavant on n'était pas capable de capter parce qu'on a la capacité à aller traiter des signaux faibles de manière plus simple. Si vous êtes intéressé par aller un peu plus loin sur la partie technique, on a évidemment les présentations qu'il faut et on serait ravis d'échanger avec vous. Et du coup, juste pour conclure, effectivement, sur la remarque, on n'optimise que ce que l'on teste. On est tout à fait en ligne et c'est vrai que l'expérimentation, le fait d'avoir mis en place un écosystème de mesure, c'est aussi comment on pousse les entreprises et les annonceurs à tester des nouvelles actions et à les mesurer très vite et à se mettre vraiment dans ces cercle vertueux pour aller chercher des nouvelles optimisations dans le futur.
Et ce qui est très instructif aussi, c'est de bénéficier de l'expérience d'autres secteurs qui peuvent être plus matures sur certains leviers. Je pense notamment au secteur de la beauté et du luxe qui peuvent être plus matures sur la partie influenceur et pour d'autres secteurs qui vont pour lesquels ce sera un challenge de demain, ne pas retomber dans les mêmes écueils. Donc se servir aussi des best practices et des worst practices des autres secteurs d'activité, c'est aussi un avantage, quoi, pour pas avoir faire une bêtise avant de trouver la bonne solution.